Syntonisez magazinemoto.com, le podcast. Soyez encore les bienvenus pour un nouvel épisode du podcast. Bonjour Marc. Salut Alain. Ça me fait grand plaisir de te retrouver. Et là, avec un peu de chance, on est proche d'à peu près une semaine du dernier épisode. On va y arriver. Alors, aujourd'hui au programme, Marc, tu nous présentes ton essai de la Kawasaki KLX 300 SM. Super moteur. Donc, une variante de celle dont on a parlé au dernier épisode. Oui. On vous propose une rencontre passionnée avec Ghislain Lejeune. On part en moto électrique jusqu'à Kegaska. Il est le premier à l'avoir fait. Et il faut être un peu crinqué pour tenter quelque chose comme ça. Il est super le fun, là, maintenant, vous allez le découvrir. Et je vous amène découvrir Death Valley et les environs. Fait qu'on ne sera pas juste Death Valley comme tel, la vallée de la mort. On va faire les environs un peu aussi. Un coin assez sec. Un coin particulièrement sec, puis je vous ferai une référence tantôt, parce qu'il y en a de l'eau, pas beaucoup, puis pas là où on pense. Sous forme de glace d'un verre. Non, ça fait quelques dizaines de milliers d'années qu'elle est disparue, mais il y a une rivière qui coule. On en reparlera un petit peu tantôt. Fait que, tenez-vous bien, on part. Cette saison du podcast magazinemoto.com vous est présentée avec la collaboration de nos partenaires extrêmelimite.ca, en magasin comme en ligne, partout, tout le temps, ainsi que la Fédération motocycliste du Québec et les cours Motopro. L'essai de la Kawasaki KLX 300 SM. SM pour Super moteur. super moteur. Terme. Alors, c'est une variante de celle dont on a parlé dans un autre épisode, la KLX 300. Oui. C'est quoi super moteur? Bon, on va faire une petite parenthèse. Oui. Le terme super moteur vient bien sûr de la France. Donc, les Français sont comme appropriés une catégorie de moto qui a été, on pourrait dire, inventée par le géant ABC, télévision aux États-Unis. ABC, Wild World of Sports. C'est exact. À la fin des années 70, donc en 79, il a décidé de faire une espèce d'olympique de la moto. Ça s'appelait les Superbikers. Les Superbikers, c'était les meilleurs pilotes de toutes les disciplines moto. Donc, que tu sois sur pavage, que tu sois en route, que tu sois motocross. Tout le monde dans le même sur bassin. la glace. Même Michel Mercier a participé à ça, Oui. une année ou deux. Je ne sais pas si c'était deux ou... Mais il a participé. Donc, c'était sur invitation. Il invitait les champions, oui, mais aussi les meilleurs de chaque discipline. Oui. Donc, pour égaliser un peu tout le monde sur le circuit, il y avait une partie route sur asphalte, avec une longue ligne droite que les motos du temps atteignaient au moins 100 000 à l'heure. OK. Une partie motocross et une partie dirt track, donc avec une partie d'ovale. Fait que ça, j'imagine qu'ils faisaient ça comme dans les triathlons, je sais pas trop quoi. Ils changeaient de moto pour chaque Non, c'était non. une moto. OK. Donc, les premières années, c'était essai et erreur. Puis, au fil des ans, ça a duré jusqu'en 85-86. Donc, le meilleur compromis, c'était une moto de classe ouverte de motocross, des deux temps 500 cc dans le temps. OK. Fait que juste pour être sûr que je comprenne, là, il y a un circuit qui est pavage, pas pavage, puis genre motocross. Ouais. Et on tourne là-dessus, mais avec la même moto tout le long. Oui. OK. Alors, c'est une super moto. Oui. C'est la catégorie. Donc, OK. il y avait des modifications aux suspensions, aux freins. Donc, les freins de motocross du temps ne pouvaient pas décélérer une moto à plus de 100 000 à l'heure. Et aussi, le moteur, c'était pas mal, c'était suffisant pour le temps, là, pour la piste. Donc, transposé sur la route, bon, on va chercher une moto double usage de différentes cylindrées. Dans le cas présent, c'est une 300 cc qui est équipée de roues de route, donc du 17 pouces à l'avant et à l'arrière, de freins de plus grande dimension, au moins à l'avant. À l'arrière, c'est pas vraiment nécessaire. Puis le reste, ben, c'est esthétique. Donc, Donc sensiblement la même, en fait, c'est essentiellement la même mécanique Oui. que la KLX 300 Exactement comme pareil. telle, mais le châssis, par les freins, par même la suspension est un peu différente aussi. Oui. Oui. OK. Donc c'est une machine spécifique. Un petit peu plus rigide là, pour la suspension. Mais j'avais dénoté 11 différences. Vous pouvez le lire dans l'essai là, si ça vous intéresse d'aller Sur chercher magazinemoto.com. les 11 différences entre les deux. Des fois, c'est Oui, subtil, juste l'éclairage là, du tableau de bord, des choses comme ça. Mais majoritairement, c'est surtout les roues et les freins qui vont faire la différence. Puis il y a le débattement de la suspension qui est Aussi. différent aussi. Donc, un petit peu moins haut. Le tirage qui est différent aussi. Donc, l'économie de carburant va s'en ressentir plus sur la double usage que sur la supermoto. Donc, la supermoto, le tirage est plus long. Oui. Donc,
petite économie. Là, Mais donc, la supermoto serait avantagée un peu pour faire de la route comme telle, OK, en termes de tirage justement, donc de rapport final, donc d'économie de carburant. Et donc, on imagine de régime moteur à une vitesse donnée. Donc, par exemple, une vitesse d'autoroute. C'est ça. OK. Régime plus bas un peu. Donc, pour l'avoir roulé sur la route dans toutes sortes de conditions, donc en ville, sur l'autoroute, sur des chemins sinueux, même sur la terre, on n'a pas été extrême avec dans la vraie trail. On s'est limité au chemin de Garnotte. Donc, c'était très bien. On s'en est servi comme... Même avec les pneus qu'il y avait dessus comme ça? Oui. Ben, encore là, ça prend un petit peu d'expérience en route pour être capable de tirer un peu les épingles du jeu avec une moto comme ça, parce que c'est sûr que l'adhérence est assez minimale sur terrain meuble avec ça. Mais Vincent, qu'on voit à l'écran, fait du supermoteur depuis quelques années, une DRZ 400, donc il était capable de justement adapter le pilotage en route avec des pneus lisses comme ça. Donc, c'est quoi l'avantage d'une supermoteur? C'est la légèreté. C'est une moto qui est facile de prise en main. La petite KLX 300, justement, c'est comme je disais, pour la régulière. La SM, c'est la même motorisation, donc on ne se fait pas peur parce qu'il y a trop de puissance. Il y en a assez pour, justement, quand on est en ville, pour décoller là, des arrêts. Il n'y a pas de problème. La circulation, on la laisse derrière. La tenue de route, c'est très bien. C'est facile de mettre sur l'angle. Les suspensions, ça travaille très bien aussi. C'est avantageux, justement, une moto de ce type-là versus une moto de route ou une custom avec les routes qu'on connaît au Québec. Oui, tiens donc. On est plus facilement en contrôle de la situation avec une petite supermoteur comme ça. Les mêmes critiques que j'avais faites pour la KLX régulière se retrouvent. Donc, c'est la même trousse d'outils pour s'amuser. Ou la même absence de certains outils dans la trousse. À changer les pneus, c'est le même problème. À part ça, ce que j'avais ajouté... L'indicateur de rapport au tableau de bord est abaissant. Et il n'y a pas de jauge à essence. Autre point important aussi, c'est que le format est adapté... Marc est en train de relire ses notes. Vous ne voyez pas ses notes, mais il est en train de relire ses notes. C'est un format qui est adapté au petit gabarit, donc il est moins élevé en hauteur de selle que la KLX régulière. OK. Donc, on peut aller chercher... Donc, la SM est, au niveau de la selle, un peu plus basse que la régulière, disons. En raison des roues. On part de 21 à 18 pouces pour 2 x 17. Donc, ça paraît là-dessus. Je me répète encore, mais c'est vraiment peu intimidant comme moto de route. Mais c'est assez puissant. Bien, capable de jouer le jeu. Tu es capable de suivre la circulation, tu es capable de faire de la route avec, il n'y a pas de problème. Okay. Je me suis fait bien du plaisir avec autant l'une que l'autre, sur route et hors route. C'est vraiment une moto... que tu t'accroches un sourire quand tu pilotes. C'est vraiment intéressant. Puis, on en parlait quand on a parlé de la KLX 300 régulière. Le moteur a quand même assez de pep pour suivre le flow, pour s'amuser un peu. Puis on voyait des photos de fistons tantôt sur le circuit. Avec la cylindrée et la puissance de cette machine-là, si tu veux t'amuser sur le circuit, il faut que ta technique soit pas pire. Parce que ça veut dire qu'il faut que tu gardes ton momentum dans la plupart des situations. Là, ça veut dire que si tu écrases les freins parce que tu n'es pas capable de prendre une ligne de courbe correcte, tu vas perdre ton momentum, donc tu es obligé de te battre pour accélérer. Alors que si tu le fais correctement... La technique qui est employée là, donc tu rétrogrades, puis tu fais partir l'arrière pour rentrer en courbe. Puis tu tiens ton filet de gaz pour être capable de ressortir justement là. Okay. Vous n'êtes pas obligé de faire ça en circulation quotidienne. Quelques essais et erreurs. Mais pour s'amuser sur un circuit, c'est des éléments techniques qui viennent contribuer. Donc, très bon achat. C'est une moto, là, justement, qui peut servir d'initiation au style, parce qu'on peut s'en modifier d'autres, de plus grosses cylindrées là, dans d'autres marques. Mais pour, justement, en avoir une déjà toute prête, à un prix abordable, ça va être beaucoup d'allure. Excellent. Puis à faire le job en plus. C'est satisfaisant. C'est fiable. C'est une petite moto qui a fait ses preuves. Kawasaki KLX 300 SM pour supermoteur. On a-tu fait le tour? Oui. Agréable machine, agréable machine. On a dit dans l'introduction qu'on avait une rencontre passionnée avec Ghislain Lejeune.
Donc, je vais dans un instant changer de studio pour aller rencontrer Ghislain. En fait, je ne change pas de studio, c'est qu'on a préenregistré les rencontres en question. Ce qui explique aussi le format visuel, parce que j'utilisais un outil de studio, qui donne un résultat X. Fait que le visuel est peut-être moins parfait qu'on le souhaiterait dans certains cas, mais la rencontre est intéressante, mais surtout le propos de Ghislain est fort intéressant. Fait que je te laisse, puis je te retrouve tantôt. À tantôt. Bonjour Ghislain Lejeune. Salut Alain. Comment vas-tu? Ça va très bien. Merci de m'inviter à ton émission. Ça me fait grand plaisir et ça fait grand plaisir de te recevoir, je t'en remercie, mais c'est surtout pour le bénéfice de nos auditeurs. Parce que je sais que dans les échanges qu'on va avoir, dans l'information que tu vas nous partager, il y a des gens qui vont se dire « Hein? » Alors, et c'est ça le but, c'est de démystifier et de présenter un peu. Mais commençons par toi, Ghislain. À part de rouler en moto, tu fais quoi dans la vie? Je suis ingénieur en télécommunications. J'ai travaillé 20 ans dans le monde des réseaux sans fil chez Bell Mobilité. J'ai déployé le réseau de CDMA au début, puis LTE par la suite. Maintenant, je suis consultant en télécom. Je travaille dans le milieu de transport, dans les systèmes embarqués pour les locomotives de télémétrie. Là, on transfère des données, puis on analyse les données de locomotives pour améliorer la performance. OK. Donc, du logiciel appliqué à la technologie. Oui, puis à l'électrification des transports, parce que de plus en plus, on commence à travailler sur les trains légers électrifiés. Puis on commence, puis évidemment, il y a encore les locomotives à diesel, mais de plus en plus, il y a CP qui regarde un projet avec l'hydrogène, CN qui vient d'acheter une locomotive à batterie, donc ça bouge un peu aussi de ce côté-là. Il y a des voitures. Et tu as les deux mains dedans. Tu sais, ça ne m'étonne pas. Parlant de ce qui ne m'étonne pas, notre première rencontre, parce qu'en fait, on ne s'est jamais rencontrés physiquement en personne, toi et moi, pour le bénéfice de nos auditeurs. Le premier contact qu'on a eu, et ça remonte déjà il y a quelques années, c'était un échange dans un média social Facebook, si mes souvenirs sont bons, où ça parlait vraisemblablement d'électrification, d'électricité et autres et tout ça. Et j'avais écrit quelque chose qui s'est avéré totalement faux. Et j'étais pourtant convaincu que c'était vrai. Et il y a quelqu'un qui a eu le doigté, je devrais dire, de me corriger correctement, de le faire avec aplomb, assurance et de façon respectueuse. Et depuis ce temps-là, je m'intéresse à tout ce que tu racontes, tout ce que tu dis, puis tout ce qui touche à l'électrique, parce que c'était toi, le gorlot en question, qui m'avait ramené dans mes tracks. Ghislain, tu roules quoi comme moto? Je roule une Harley Davidson Livewire 2021. 2021, ça. Oui, 2020. 20, donc la première fournée des Livewire. Oui, c'est ça. Puis j'imagine que tu as eu quelques autres motos avant ça. Ah oui, je conduis des motos depuis l'âge de 16 ans, mais disons, j'ai eu une pause comme beaucoup de gens pendant que j'ai eu les enfants jeunes. Mais mes deux dernières motos, j'avais des Triumph Tiger XCA 800, XCA, là, je faisais du hors-route. Ouais. Ça, j'allais dire, pas limité au pavage. Non, effectivement, aventure. Et à travers tes expérimentations, tu en es venu à une moto électrique que tu roules depuis cette saison. Effectivement. Est-ce qu'il y a, Ghislain, des endroits où tu aimes particulièrement rouler? Ben, j'aime beaucoup aller au Vermont. J'ai hâte qu'on puisse y retourner. Mais cet été, je me suis promené beaucoup dans les Laurentides, en Mauricie. On est allé 2 fois à Lac-Saint-Jean avec mes amis. Je roule aussi à Montérégie, là, dans le coin de Huntingdon, ce coin-là. OK. Puis pour nos auditeurs, là, un des petits secrets tantôt, c'est qu'on va leur raconter comment tu es monté jusqu'à Kegaska en électrique. Ouais. Mais avant qu'on se rende, tu as fait combien de kilomètres en moto électrique cette année? Je me suis ennuyé parce que ça faisait 2 ans que je n'avais pas de moto. J'ai fait 12 000 kilomètres cet été. Donc, je me suis amusé, puis c'est vraiment d'agrément. J'ai peut-être fait 2000 kilomètres pour le travail ou pour me déplacer, mais vraiment, c'est 10 000 kilomètres là, pour le plaisir. Tout électrique? Tout électrique. À part les fois que j'ai passé ma moto à mes amis qui avaient des motos thermiques qui voulaient l'essayer, mais quelques fois. C'est une concession qu'on pourrait comprendre pour aider à convertir d'autres amateurs. Depuis combien de temps tu t'intéresses à l'électrique en termes d'auto, moto, véhicule? Ben, ça fait longtemps. J'avais regardé, comme tout le monde, la première série avec GM qui avait détruit la voiture. Je ne me rappelle plus du nom, là, mais il avait détruit une voiture qu'il avait faite. Par la suite, et finalement, il y a eu Tesla avec toute. Je me suis intéressé à toute l'épopée Tesla, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis la première Lotus convertie au Roadster.
Mais que je conduis électrique, ça fait depuis 5 ans, 2015, ça fait 6 ans, 2015. On avait acheté à ma femme une Leaf usagée pour l'essayer parce qu'on n'était pas prêt à aller tout de suite dans une voiture neuve. Donc, on a remplacé notre deuxième voiture, mais on a tellement aimé que par la suite, j'ai remplacé mon gros Highlander par une e-Golf. Puis là, on a remplacé la Leaf par une Bolt. Puis là, je regarde, parce que j'ai vendu ma e-Golf à mon gars. Puis là, je regarde, moi, pour m'en acheter une éventuellement. Okay. Fiston, avec lequel, si je ne me trompe pas, tu as à un moment donné modifié une moto pour en faire une moto électrique. En fait, Fiston qui a acheté la voiture, il est électricien, mais c'est pas lui qui a fait le voyage avec le projet avec moi, c'est mon deuxième. OK. Qui avait un projet au secondaire parce qu'il était au programme international. Mm-hmm. Oui, on avait acheté une petite Ninja 250. On a mis un moteur roue de 11 kW en arrière, un moteur fait en QS Motors, là, fait en Chine, avec des batteries de Zero Motorcycle. La moto fonctionnait, mais disons qu'il aurait fallu que je mette encore un 2-3 000 $ pour vraiment la rendre fonctionnelle avec un bon chargeur. Puis il aurait fallu, ça aurait été difficile de la mettre sur la route avec la SAQ. Ils sont tellement difficiles au Québec pour les projets de modification que j'ai décidé de vendre la moto puis de m'en acheter une déjà toute faite. Excellent. Mais donc, c'est ça. C'est pas un univers qui t'est inconnu. Tu n'es pas arrivé à froid là-dedans. Là, avec non, puis j'ai beaucoup aimé le projet parce que même si je suis ingénieur électrique, j'ai beaucoup appris parce que c'est pas quelque chose qu'on apprenait à l'école. C'était pas une science qui était vraiment développée. J'ai fait beaucoup de recherches, j'ai lu beaucoup. Je me suis informé à d'autres mondes qui avaient d'expérience sur les blogs. Et c'était vraiment intéressant comme projet. Absolument. Et là, un des objets dont on veut parler aujourd'hui, c'est que cet été, il t'est venu l'idée comme ça de partir en moto électrique et de te rendre jusqu'à Kegaska. Pour nos auditeurs, Kegaska, tu prends la 138, tu montes, tu dépasses, puis tu vas plus haut, puis tu vas plus haut encore. Et quand la route arrête, tu es rendu à Kegaska. Ça, c'est passé Natashquan. Hein? C'est quand même loin un peu. D'où t'es venue l'idée de monter jusqu'à Kegaska en électrique? En fait, c'est un voyage que je voulais faire depuis longtemps. Quand j'étais jeune, je suis demeuré à cette île de l'âge de environ 4 ans, 9 ans, là, pendant 4 ans et demi. Puis j'étais jamais retourné sur la côte nord, puis j'ai toujours désiré y retourner. C'est une belle place, c'est super beau. Cet été, fait que je m'étais dit avec la COVID, bon, je vais aller sur la côte nord. J'avais demandé à ma femme, veux-tu descendre? Puis là, ça ne tentait pas de faire toute cette route-là. Puis comme j'avais acheté ma moto, j'ai commencé à regarder sur les planificateurs de trajet. Je me suis aperçu que c'était très réaliste d'y aller avec la moto. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas y aller en moto, allier l'utile à l'agréable, puis faire mon voyage, mais le faire de façon spéciale en moto électrique. OK. Bon, moi, je suis un peu pas mal beaucoup néophyte à l'électrique. OK? On accepte ça en partant. Il faut que tu la recharges une fois de temps en temps, cette moto-là. En moto essence, c'est facile de faire 250-300 km comme ça. Ça prend 4 minutes et 22 secondes faire le plein en général. Tu es reparti. Moi, personnellement, faire 800, 1000 km dans une journée, je fais ça fréquemment. Pour le motocycliste moyen, 4, 5, 600 km, c'est envisageable. Mais là, s'il faut que tu arrêtes de faire le plein d'électrons à toutes les, je ne sais pas combien de kilomètres, ça complexifie la planification un peu, non? Oui, bien c'est sûr que on n'est pas encore rendu à la flexibilité d'une moto à essence. C'est la première moto d'Harley-Davidson. On parle des premières motos électriques. En gros, la moto électrique en ville, elle a à peu près la Harley, là, parce qu'il y en a d'autres modèles. La Harley a environ 235 km d'autonomie en ville. Si on fait du combiné, on va monter jusqu'à 160, 170. Sur les routes de la Côte-Nord, à 115, ben, on descend à 130 à peu près. OK. Donc, oui, il fallait arrêter de recharger, mais ma moto, ceux qui connaissent l'électrification des transports, les véhicules électriques, apprend les niveaux 3, donc les bornes 400 volts, là, qu'on voit, les grosses bornes du circuit électrique rapide pour les trajets plus longs. Typiquement, je partais le matin à plein parce que quand tu couches à l'hôtel ou au camping, parce que j'ai fait beaucoup de camping, le 3/4 étant camping, on peut charger la moto sur une prise 120, puis le lendemain, on est prêt. La moto est chargée à 100%. Fait que ce que je faisais, c'est qu'au lieu de déjeuner immédiatement, je pliais le bagage, je mettais tout ça sur la moto, j'embarquais sur la moto, puis j'allais à peu près à 120 km où il y avait un restaurant. Je pluguais la moto, j'allais déjeuner. Puis après 35-40 minutes, 50 minutes, disons, elle était pleine à 100%.
Donc, je repartais avec une moto pleine. Je pourrais refaire un autre 100, 110 km, 120 sans trop de problème. Je me rendais à la prochaine borne. Souvent, je prenais une autre pause d'une vingtaine de minutes avant dîner. J'allais dîner. Donc, au bout de la journée, j'avais fait 450, 500 km avec 4 recharges à peu près. C'est sûr que c'est un peu plus long. Le voyage est différent. Moi aussi, j'ai déjà fait des 1000 km avec ma moto à essence. C'est sûr que ce n'est pas le même type de voyage. Là. Avec une Harley comme ça, quand on a fait 500, 600 km, 600, c'est une grosse journée. Là. 500, c'est aussi gros. C'est plus 400, 450. Mais on apprend à voyager un peu différemment. Puis moi, c'était vraiment une passion de faire de la moto, puis une passion d'électrification des transports. Donc, c'est quelque chose que je m'accommode assez bien. Mais c'est-tu pour la moyenne des motocyclistes, de toute façon, faire un 350-400 km dans une journée, ponctué d'un repas ici, d'une pause là, d'un petit café en cours de route, ça correspond quand même pas mal à l'usage général qu'en font bien les gens. Oui, je te dirais qu'en ce moment, pour la plupart des motocyclistes, cette moto-là ferait l'affaire. Le seul problème que je verrai en ce moment, puis on va éventuellement évoluer, puis ça ne sera plus ça, c'est que pour l'instant, les bornes, il y en a 3, 4 quand on est chanceux. Sur la Côte-Nord, c'est 1 ou 2. Donc, on ne peut pas faire un voyage à 4 motos électriques parce que là, ça commence à être difficile. Mais ça, c'est des choses qui vont évoluer. Premièrement, la moto, on parle déjà des motos là, qui commencent à avoir 200, 250 km puis qui rechargent 2 fois plus vite que ma moto. Donc, on parle d'un arrêt de 15 minutes aux 250 km. Là, on va pouvoir, puis là, les bornes vont en avoir de plus en plus. Donc, d'ici 2-3 ans, là, ça va être un autre monde complètement. Là, on voit la vitesse que la voiture électrique a évolué. La moto électrique, on est en arrière. C'est plus difficile parce que ça prend moins de place pour mettre des batteries, évidemment. Donc, il faut que c'est le nerf de la guerre, la batterie. Moi, on parle toujours dans le monde des véhicules électriques, le triangle. La grosseur, la capacité, l'autonomie des batteries, le nombre de recharges puis la vitesse de recharge. Si on est capable d'optimiser ce triangle-là, l'expérience est le fun. Exact. Dis donc, toi, tu as une certaine habitude de rouler électrique déjà. Tu t'en allais sur la Côte-Nord, qui n'est pas le territoire le plus dense du Québec. Est-ce que, en termes de planification de logistique, tu avais planifié tes recharges à l'avance en général ou c'était allé en improvisant, en faisant un peu confiance à ce qui se présentait à toi? En fait, en ce moment, c'est assez simple parce que d'ici à environ la Malbaie, il y a assez de bornes qu'on n'a même pas besoin de planifier. On a juste besoin de dire OK, il faut que j'arrête pour regarder sur notre application où la prochaine borne. Passer la Malbaie, après ça, il faut arrêter à toutes les bornes avec ma moto. Je n'ai pas le choix. Je regarde les bornes, je ne peux pas en sauter une parce que là, je ne m'en vais pas à l'autre. Donc, à part ces quelques ajustements-là dans le rythme à cause des recharges, si tu comparais au même voyage fait avec un moteur thermique à une moto à essence, y a-tu d'autres leçons à en tirer ou d'autres observations intéressantes? Mettons-le dans l'optique de quelqu'un qui se dit peut-être une électrique. Y a-tu des warnings qu'on pourrait servir à l'avance à quelqu'un, de dire oublie pas ça ou envisage ça ici? Bien, c'est sûr, comme tu disais tantôt, que j'étais encore un early adopter, puis c'est encore, là, tu sais, c'est la première moto, là. On regarde déjà une Energica, par exemple, qui annonce 200 km sur route, pas combiné sur route, avec des recharges à peu près 2 fois plus vite que la mienne. Ça devient de plus en plus facile. Côté moto, par contre, c'est tellement agréable une moto électrique. Bon, on va parler du son, ça, c'est un peu plus une question de goût, là. Moi, le son, j'aime ça quand c'est tranquille. Mais au début, j'avais peur de m'ennuyer des vitesses, mais tu as tellement de couples instantanés que quand tu sors d'une courbe, tu fais juste écraser, puis tu sors comme une flèche. Tu ne manques pas, tu es toujours à la bonne gear. Tu ne cherches pas ta vitesse. Quand tu dépasses sur une petite route, tu ne cherches pas ta vitesse, tu te tasses, puis tu donnes un coup de gaz, ou de dimmer, que j'appelle. Tu es rendu de l'autre bord. Ça, c'est vraiment agréable. Donc, quelqu'un qui voudrait s'acheter une moto électrique en ce moment, c'est sûr que c'est encore un peu plus cher. Là. Il y a quand même un 2 000 de subvention, mais c'est quand même, on ne s'en cachera pas. Moi, j'ai payé 25 000, moins 2 000, 23 000 ma moto. Par contre, j'ai du Brembo, du All-in. Fait que c'est une moto de qualité, une Harley. C'est une moto de qualité qui vaut quand même ça. Mais il faut s'attendre que ce n'est pas aussi flexible en ce moment. Il faut être capable de planifier. Il faut s'attendre à arrêter.
D'ici 2-3 ans, on va parler d'autres choses. Mais pour le moment, c'est encore ça. Moi, ça ne me dérange pas trop. J'adore d'être un précurseur. Puis ça fait tellement parler. C'est le fun. Le monde vient de te parler, il pose des questions. J'aime ça en parler. J'ai même fait un reportage à Radio-Canada sur la Côte-Nord, là, ici Radio-Canada. Oui, J'étais à la radio également. Donc, ça a fait beaucoup jaser. Et tu t'es rendu donc jusqu'à Kegaska. Avais-tu fait le détour par Manic 5 ou c'est quelque chose que tu pourrais pas envisager à ce moment-ci? Je ne peux pas me rendre, en fait, parce que la borne, il y a une borne niveau 2. On n'est pas sûr tout le temps que ça fonctionne. Je pourrais, mais ça serait vraiment compliqué. Là. Ce détour-là, ça va être dans les prochaines versions, puis quand ils vont mettre des installations, éventuellement. Exact, parce que là, en termes de logistique, ça deviendrait plus risqué, voire il n'y a pas tant de place au Québec où on ne peut pas se rendre. Je te dirais, il y a Manic. Probablement Fermont, ça ne serait pas facile, mais disons, tout le reste, aller au Lac-Saint-Jean, j'ai fait 2 fois cette année. Il y a aller en Abitibi, c'est un peu difficile. Le parc, ça se fait. Le parc de la Vérandrie, oui. Ouais, c'est un peu plus compliqué. Sinon, les autres endroits, tu peux aller n'importe où. Là. Tu pourrais descendre en Floride, c'est juste là, ça serait un peu plus long. Mais par contre, tout le long des autoroutes principales, il y en a. Tu vas trouver des recharges partout. Parce que on pensait déjà aller à Tale of the Dragon, puis j'ai commencé à regarder comment ça se ferait en moto électrique. Oui. Ça se fait. C'est sûr que ça se fait. Par contre, vas-tu envisager ça si tu voulais faire le Skyline Drive ou le Blue Ridge Parkway? Le Blue Ridge Parkway qui a déjà pas de station d'essence. Le long de la route elle-même, il faut que tu sortes, il n'y a pas tant de sorties que ça, mais il faut que tu sortes et que tu ailles dans les villages qui sont entre 5 et 20 000 de la route. En termes de logistique, ça te demanderait une planification un peu différente. Oui, je pense que je suis capable de le faire, mais j'ai commencé à le regarder, mais je ne suis pas sûr à peu près du tracé, mais c'est ce que je veux regarder, je veux le voir. Mais oui, effectivement, il faut sortir aux 100 km puis aller se recharger. Écoute, avec le plan Biden qui s'en vient, d'après moi, ça va être facile d'ici 1 an ou 2. Là. C'est juste que pour l'instant, ils sont encore en déploiement. Exact. Est-ce qu'il y a on vient de couvrir là, pas mal de trucs, de conseils, de préoccupations. Est-ce qu'il y a, à part, par exemple, Tale of the Dragon, y a-t-il des destinations dans tes plans, mettons, pour la saison prochaine, qui présentent un challenge, un défi ou un intérêt particulier pour l'électrique, en plus du plaisir d'aller rouler en moto? Je ne sais pas si je vais le faire, mais je me suis fait inviter par un Américain qui vient de San Diego, qui est un des premiers à avoir eu la Livewire. Il veut traverser le Canada d'est en ouest. Si j'ai un voyage prévu en Europe avec ma fille, si je ne le fais pas, je pense que je vais peut-être le faire. On est en train de regarder ça. Là. Ça serait faire les premiers à traverser le Canada. Lui, il a traversé les États-Unis d'est en ouest avec sa moto. Ouais. Mais traverser le Canada, ça risque d'être intéressant. Si je regardais le parcours, il y a des endroits qu'il va falloir planifier une nuit parce qu'il n'y a pas de borne de recharge assez rapprochée, mais ça se fait bien. Là. Tu planifies tes couchers au bon endroit, puis là, tu recharges. Écoute, pour l'avoir refait cet été aller-retour là, en moto, je peux te dire que même sur une moto normale à essence, il y a une couple de spots où si tu n'as pas calculé ton coût comme il faut, tu vas pousser un petit bout. Là. Fait que j'imagine qu'en électrique, c'est un challenge aussi. Oui. Mais encore là, la densité de population est un bon indicateur de combien tu vas trouver de la recharge ou pas. On a-tu fait le tour, pas pire? Oui, pas mal. OK. Parce que là, on s'en va dans le bloc. Tous nos invités, Ghislain, sont bombardés de mes petites questions. Ce sont les mêmes questions pour tout le monde. Alors, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de traquenard, mais c'est souvent une façon de faire exprimer des choses qu'on n'aurait pas vues à travers la rencontre comme telle. Parlant de rencontre, Ghislain, ta rencontre la plus étonnante en moto? Je dirais que c'est dans les voyages dans l'Ouest, quand tu t'en vas surtout en moto-aventure, tu t'en vas dans les petites routes. On a rencontré des buffles, là, des bisons. Là, je ne sais pas c'est quoi le terme exact, là, mais en auto, c'est impressionnant. En moto, c'est vraiment plus qu'impressionnant quand tu vois cette bête-là proche de toi. Ça, c'est vraiment, je dirais, la rencontre la plus impressionnante que j'ai eue à moto. Puis en termes de comportement animal, ce qui est toujours intéressant aussi, c'est quand tu as des tarlacs qui sont arrêtés là un peu avant toi, qui descendent de leur moto et qui s'approchent des buffalo, des bisons. Moi, j'en ai déjà vu un qui est retourné sur sa moto vite en baptême, puis la moto a revolé dans le fossé parce que M. Buffalo avait associé l'individu, la moto, puis il ne voulait pas y voir ni l'autre. Fait que tu restes... Donc, mais c'est impressionnant en joie de l'air.
Ton conseil le plus réfléchi pour celui ou celle qui fait de la moto? Ben, je pense que c'est comme la sécurité, c'est vraiment de faire de la conduite active, conduite préventive, de conduire pour les autres, de ne pas se fier. On entend souvent, il ne m'a pas vu, mais c'est pas. Moi, cette phrase-là me fait juste dire, ben, tu n'as pas bien conduit, parce que quand il ne t'a pas vu, c'est parce que tu t'es pas organisé pour ne pas être dans ses jambes ou pas être vu. Exactement. C'est vraiment de Je toujours partage pleinement. vérifier. Ouais. C'est toujours tannant de se le faire dire, mais je partage Ouais. pleinement. S'il n'y avait aucune contrainte, où irais-tu rouler? Ah, il y a tellement de places dans le monde. Je t'ai justement partagé un voyage à moto électrique d'un gars en Nouvelle-Zélande. Là. Ça, c'est une place que j'aimerais beaucoup. Mais il y a aussi une place qui n'est pas commune que le monde à moto veut aller rouler, mais moi, je ne sais pas, je veux aller là. C'est en Écosse, Irlande, tout faire les pays nordiques là, de l'Europe de l'Est, de l'Europe de l'Ouest, c'est-à-dire. Puis peut-être monter en Suède, en Norvège, dans ce coin-là, si j'avais le temps. Je peux te confirmer que l'Écosse, l'Irlande, il y a pas mal de motocyclistes qui vont par là-bas. Oui, mais il pleut beaucoup, fait que c'est peut-être pas la destination la première qu'on pense, mais c'est tellement, on voit tellement des paysages intéressants là, que j'aimerais ça aller là. Absolument. Puis la culture, il est intéressante aussi, en plus des paysages moto. L'accessoire le plus important pour toi quand tu pars en moto? Oh, en moto électrique, c'est ta carte de recharge et ton téléphone intelligent. Tu as besoin de ça. Et pourquoi pas? C'est difficile. Et pourquoi? Alors, voilà, pour les gens qui sont intéressés par l'électrique, vous savez maintenant quel est l'accessoire le plus important. De tes aventures à date, quelle a été la destination la plus intéressante ou la route la plus surprenante? Je dirais que c'est pas en moto électrique, parce que même si mon voyage à Kegaska a été vraiment une belle expérience, je dirais que j'ai fait le tour du Grand Canyon en moto-aventure. On a fait à peu près 60% de hors-route, 40 à 60%. Puis à Moab, faire le White Rim, c'est 180 km de hors-route avec des montées. Je l'ai fait 2 fois. Puis ça, là, faut faire ça une fois dans sa vie. Si on aime la moto-aventure, c'est le rêve total. Et on invite les gens à tenter l'aventure à un moment donné. Il faut sortir de sa zone de confort. Ghislain, je te remercie immensément. Et pour le bénéfice de nos auditeurs, j'apprécie d'autant plus sa disponibilité qu'on avait fait une première fois cette entrevue-là, cette rencontre-là. Et techniquement, c'est pas la faute à Ghislain. Techniquement, c'était pas bon. Donc, j'apprécie d'autant plus ta disponibilité pour qu'on refasse avec la même... Le même enthousiasme, je dirais, de refaire donc l'entrevue. Voulais-tu rajouter un mot en terminant, Ghislain, pour les éventuels motocyclistes électriques? Non, suivez ça de proche. Il y a beaucoup de beaux modèles qui s'en viennent. Puis je pense que l'avenir est électrique, c'est clair. Là, il s'agit juste que la batterie se développe un peu plus. Puis bientôt, on va avoir 400, 500, 600 km d'autonomie avec des recharges en 15 minutes. C'est une question de temps. Là. Ça ne sera pas 10 ans d'après moi. Rendu là, je vais être beaucoup plus attentif que je le suis actuellement. En tout cas, réceptif plus que Oui, mais c'est le fun parce que je vais pouvoir raconter mon aventure à Kegaska en moto électrique. Je vais être là. Je suis le premier supposément à l'avoir fait, donc il y a une chose au moins dans ma vie, j'ai été le premier à faire. J'ai aucun doute que tu as été le premier à te rendre à Kegaska en électrique. Ghislain, merci beaucoup. Au plaisir. Merci. Salut. En tout cas, lui, là, il est branché pour vrai. Personnellement, j'ai peut-être dit d'entrée de jeu, là, moi, je trouve ça fascinant, quelqu'un qui est passionné, puis c'est pas juste du émotif, il y a du rationnel en arrière, en dessous, et en plus, il se commet là où il croit que l'avenir se trouve. Donc, il l'a fait. C'est sûr que ça demande un peu de planification, c'est sûr que avoir certaines des connaissances qu'il a, ça aide aussi, mais c'est faisable, c'est réaliste. Et tant qu'à parler d'électrique et de Harley Davidson, tu m'as toi-même souligné cette semaine, parce qu'on se prépare un peu à l'avance quand même, tu sais. Je disais, hey, Harley, là, il y a une nouvelle. Alors, Ghislain, il roule une Livewire appelons ça de la première génération. Mais là, il y a quelque chose de nouveau chez Harley. C'est une Livewire, parce qu'ils ont fait une marque avec la moto électrique chez Harley. Donc, ils ont sorti la Livewire de la gamme Harley. C'est vraiment une marque comme telle. Là, il va y avoir un nouveau modèle qui s'appelle le Delmar, qui va être plus axé sur une moyenne cylindrée, comme on pourrait dire. Donc, c'est beaucoup moins imposant comme moto. Va être moins cher. Moins dispendieuse. Moins dispendieuse. Et aussi
un petit peu moins performante, mais encore là, ça va être probablement une moto qui est plus axée sur le commuting, donc pour pouvoir aller travailler matin et soir. Fait que ça pourrait être intéressant là, dans ce Ce que je segment-là. disais, parce que tu m'as fait suivre les liens, c'est qu'il la prépare déjà selon trois... c'est plus que des configurations, selon trois constructions différentes. L'une étant plus urbaine, petit trajet, commuting. L'autre étant littéralement une machine d'entrée de gamme. Et finalement, la troisième étant littéralement une machine de touring, c'est-à-dire plus longue autonomie, plus longue portée, plus longue. Fait que ça risque d'être intéressant. Donc, ça va être avec 3 prix différents probablement. Donc, l'autonomie, qui dit autonomie dit plus de batterie, plus de tout. Plus de tout. Mais c'est intéressant, toi. Oui. Et comme on le disait avec Ghislain quand je l'ai rencontré, il y a de l'évolution qui s'en vient à assez court terme là-dedans. On change de sujet et je t'amène là où tu n'es jamais allé. Peut-être n'êtes-vous jamais allé non plus. La vallée de la mort, Death Valley. Mais t'en es revenu vivant. Absolument, absolument, parce qu'on n'y meurt pas nécessairement. D'abord, situons la chose, et c'est relativement facile. Las Vegas est ici, et un peu à l'ouest, presque à la même hauteur, il y a la vallée de la mort comme telle. Il y a beaucoup d'histoires autour de ça. C'est un lieu, j'allais dire mythique, mais qui a aussi une valeur historique là, dans le développement de l'Ouest et tout ça. Grosso modo, si tu pars de Vegas, c'est genre 2h30 te rendre à la vallée de la mort. Je vous propose, si vous ne l'avez jamais fait et que vous y allez pour une première fois, de le faire un peu par le nord. Entre là, il y a un grand bout d'autoroute, c'est la 95. C'est pas très, très excitant. Mais vous allez voir tantôt, je vais vous montrer des images. Ça peut devenir plus le fun un peu plus loin. On peut le faire par le sud aussi. Il y a moyen de rentrer par l'autre bord. Si vous le faites pour une première fois, je vous suggère de le faire par le nord. Ce qui est possible aussi, si vous êtes à Vegas pour, mettons, plus qu'une journée, ça peut se faire dans une journée. Partir de Vegas, se rendre à la vallée de la mort, puis la route qui revient là, et après ça, remonter sur Vegas. J'ai déjà guidé un groupe et on l'a fait ensemble. Là. Ça se faisait très, très bien. Alors voilà, si vous le faites par le sud, on traverse en fait la vallée de la mort et on revient. Cette route-là n'est pas déplaisante aussi à faire. Donc, l'un comme l'autre valent la peine. Donc, c'est pas très loin de Vegas. Ça se fait bien. Une fois qu'on a lâché les bouts d'autoroute, parce que sortir de Vegas, là, c'est pas vraiment drôle. Okay? C'est comme si tu sortais de Montréal ou de Québec, n'importe quelle autre maudite grande ville, d'un bout de poche. Mais quand tu sors du bout de poche, déjà, la route est intéressante, les paysages sont totalement nouveaux et c'est fort intéressant et agréable. Donc ça, c'est le genre de vue que tu peux avoir en roulant paisiblement comme ça. Puis, dépendant des moments de l'année, des fois, il n'y a pas grand monde. Ça, ces photos-là, celle-là, je l'ai prise au mois d'octobre dernier. Il n'y avait pas un chat. J'étais tout seul. C'était mort. Très. Mais ça me convenait parce que c'est ce que je voulais. Alors, si vous arrivez, la route, je vous ai suggéré d'arriver donc vers l'ouest, mais en restant un peu au nord. Le premier point où vous pouvez arrêter s'appelle Dante's View. Dante, l'auteur de bon. Et de là, le genre de point de vue. Es-tu prêt? Je vais te montrer le point de vue que tu as de là. Tu vois la vallée, qui est très, très définie de part et d'autre. Ce qu'on voit là, c'est des affleurements de sel un peu partout, parce que l'eau, il n'y en a plus dans la vallée de la mort. Occasionnellement, il y en a un peu, mais quand tu as des trucs comme ça, là, tu peux être porté à croire que c'est de l'eau. Non, 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 non. Ce n'est pas de l'eau. C'est absolument lunaire. OK, par exemple. Donc, on parlait d'eau tout à l'heure. Tu m'as glissé un mot. Alors, il y a une rivière qui coule, la rivière Amargosa. Qui veut dire l'eau amère. Et elle est amère parce qu'elle ramasse des minéraux. Je ne me souviens plus lequel, je ne veux pas m'enfarger, là, mais ce qui lui donne un goût amer. Par contre, la rivière Amargosa, en réalité, elle coule à peu près comme ça ici, puis elle remonte. C'est un étrange cours d'eau, mais elle est essentiellement souterraine. Elle ne refait surface que quand il y a des pluies très importantes. Là, il y a des petits bouts qui ressortent. Et si jamais vous y allez, parenthèse ouvrante, il y a un bled dans quelque part qui s'appelle Amargosa. Et il y en a une espèce d'hôtel, Amargosa Theater quelque chose. Elle n'est pas là. Vous en parlerez à Michel Côté, si jamais il pensait faire un bon coup en allant là, ça va être sympathique. Oubliez ça. Il y a d'autres sources. Et une des particularités, là, je suis toujours à Dante's View. C'est superbe le point de vue, puis tout ça. Mais il y a des journées dans l'année où le point de vue est moins beau
parce que la pollution du sud de la Californie monte et vient obstruer. Entre autres, moi, j'ai déjà été une fois et on ne voyait pas passer ça ici, parce que la pollution montait. Ceci dit, c'est très, très beau. On est toujours à Dante's View, là, c'est le point de vue qui est là. Cette journée-là, on voyait jusqu'au fond de la vallée, la pollution n'était pas trop présente. Et le deuxième point de vue, parce que si tu prends cette route-là, après Dante's View, il y a Zabriskie Point. Zabriskie, je sais qu'il y a un film qui... je ne connais pas l'histoire en arabe, mais ce n'est pas le même bonhomme. Celui-là, pour aller au viewpoint, parce que le stationnement est en bas ici, il y a une bonne marche, il y a un bon dénivelé, c'est, je dirais, un 300-400 mètres. Il y a un bon dénivelé. Les journées qui fait chaud, il fait chaud rendu en haut. À Biamoto. Oui, mais là aussi, dépaysement total garanti. OK? On est en haut du viewpoint ou du point d'observation. C'est des formations qui sont de la même nature que ce qu'on trouve dans les Badlands. Alors, en fait, c'est de la cendre accumulée. Du temps où c'était recouvert d'eau. L'histoire, là, c'est que c'était un des océans à l'époque, après l'époque glaciaire, puis tout le kit. Pendant des dizaines de milliers d'années, il y a des cendres volcaniques qui ont tombé dessus, qui ont calé au fond, qui sont accumulées là, comme dans les Badlands. Et donc, Zabriskie Point, qui est là, Zabriskie, c'est le nom d'un bonhomme qui a découvert qu'il y avait là du borax et qui a parti de mine. Donc, il y a eu une exploitation, et qui a aussi développé, il a été le premier à développer le potentiel, qualifions-le de touristique, de la région. Alors, d'une terre perdue à une terre merveilleuse, en gros, donc c'est les premiers, mais c'est une photo de M. Zabriskie. Et on n'est pas rendu encore dans la vallée de la mort, on est juste au pourtour en haut. À une certaine époque, l'exploitation minière, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de chemin de fer, il n'y avait rien. Alors, l'attelage, il y a une zone qui s'appelle... Je vais m'enfarger en le prononçant, 20 Mule Team. C'est ça que je viens de compter. Un attelage de 20 mulets, 20 mules ou 20 milets. Puis ce qui est intéressant, quand on fait quelques recherches, là, les 3 wagons qui sont traînés là pesaient globalement 60 tonnes. 60 tonnes. Vous remarquez que le dernier, c'est une citerne. La route qu'ils suivaient, elle fait 165 000 et ça leur prenait au moins 2 jours à le faire. Tu vas à la vitesse du mulet. Là. Fait qu'ils traînaient de l'eau pour abreuver tout ce monde-là. C'est ça. Plus les bonhommes. Exact. Là, on descend dans la vallée de la mort et il y a appelons ça quelques excursions. L'une d'entre elles étant Artist's Palette, la palette de l'artiste. Mes photos ne rendent pas hommage à la variété des couleurs qu'on y trouve. C'est stupéfiant. Surtout en fonction des lumières du jour. Si vous allez visiter Death Valley, évitez l'heure du dîner. Je dirais entre 11h et 13h parce que la lumière, le soleil tape trop fort. Par contre, voilà, ça c'est une des pancartes qu'il y a là-bas, là, mais quand tu attrapes les bonnes lumières au bon moment, il y a une multitude de minéraux qui sont soit en couche, soit sur un moton ou l'autre, et ça fait plein de couleurs intéressantes. Maintenant, je vous amène, quand les gens vont à Death Valley, c'est un stationnement, hein, il est intéressant. Non, le stationnement n'est pas intéressant, mais vous allez voir pourquoi je le présente là. Ma moto, elle est ici, juste à côté de la voiture qui est là, parce que vous allez voir ma moto tantôt. Et il y a une affiche que vous ne voyez pas tout de suite, qui est sur le mur là. La falaise, devrais-je dire. Alors, voici ma moto. Moi, je sais que l'affiche, elle est là. OK? L'affiche, elle est là. Et ce que l'affiche dit, c'est que on est à 282 pieds ou 85,5 mètres sous le niveau de la mer. C'est le point le plus bas du continent nord-américain. Tu ne peux pas être plus bas que ça sur le continent nord-américain. Bon, là, vous dites, oui, c'est correct, on va toujours bien pas là pour voir une falaise avec une affiche. Eh bien, non. On va là pour voir, OK, quand je suis ici, j'ai dos à la vallée de la mort comme telle. Et voici ce qu'on a. Donc, je viens de me tourner de 180 degrés. Il y a une promenade qui mène à l'affleurement de sel. Et là, tu es sur le plancher, dans le fond de la vallée. Tu ne peux pas aller plus bas que ça. Et c'est le point le plus bas donc, du continent nord-américain. Et il y en a un autre, presque aussi bas, qui est la mer de Salton. Je vous en parlerai dans un autre épisode. Je suis allé. Une particularité de la mer de Salton. Il y a une histoire de fou. Là. Ça s'est rempli, ça s'est vidé. Il y a de l'exploitation agricole autour.
Quand je suis allé cet automne, encore, je suis allé passer pas loin de la mer de Salton, pendant au moins 1 heure avant, ça sent le poisson pourri. Puis quand tu ressors, ben pendant encore au moins 1 heure, ça sent le poisson pourri, mais je vous raconterai l'histoire, elle est trop longue. Dans la vallée de la mort, ça sent pas. OK, je peux te dire ça tout de suite, ça sent pas mauvais Bon pantoute. point. Et là où on est à la promenade, où on peut aller se promener, c'est Badwater Bassin, donc à 282 pieds ou 85,5 mètres sous l'eau. Si vous y allez, visitez la vallée de la mort. Faites le plein de breuvage avant. Parce que je vous ai montré tantôt Dante's View, Zabriskie Point. Bien, 1 heure avant ça, il n'y a rien. Fait que tu fais le plein, quand tu pars de Vegas, là, au bout d'à peu près 1 heure, c'est le temps de faire le plein de tes breuvages et autres. Puis après ça, tu peux rentrer. Il y a un autre point où tu peux t'approvisionner, mais c'est pas tout le monde qui passe par là, puis c'est des prix de touristes, puis en veux-tu en veux. C'est magnifique. Si vous allez là 2 jours, il peut faire très chaud. Les meilleurs moments, c'est le début de la saison. Donc, je te dirais avril-mai jusqu'à quasiment mi-juin, mais même mi-juin, ça commence à être chaud. Puis septembre-octobre, parce qu'il fait moins chaud, c'est plus frais. Quand tu es allé, c'était quoi la température? L'histoire est longue, mais je suis passé 2 fois en dedans de 2 semaines. Donc, une fois dans un sens, puis je suis repassé une autre fois, mais pas par les mêmes routes à l'intérieur de Death Valley. La première fois, c'était très agréable, j'étais très bien. Quand je suis repassé 1 semaine et demie plus tard, il faisait 33. Il y a une espèce d'humidité rémanente dans l'air, c'est très lourd. Tu as un effet de lentille par l'humidité au-dessus. C'était pas suffocant, mais presque. Et j'étais dans le mois d'octobre. OK? Il y a des journées plus chaudes que d'autres. Mais là où c'est intéressant aussi, j'ai dit que je vous parlerais des environs. Quand on ressort de la vallée de la mort, pas par la route que je montrais qui part par le sud pour revenir à Vegas, mais en continuant vers le sud et l'ouest, si on veut. On repogne des montagnes, parce que c'est une vallée, donc tu remontes des montagnes, la végétation change très rapidement. Et on peut découvrir, par exemple, un point de vue, un panorama. Padre Crowley. C'est un viewpoint qui est là. Donc, et l'histoire du Padre Crowley est intéressante. C'est un religieux dont la paroisse était une espèce de vaste étendue qui englobait Death Valley. Et il est le premier qui, tout en servant ses ouailles et ses concitoyens, a cherché à développer un peu l'attrait touristique de la région, puis tout ça. Alors, il est honoré. Puis le point de vue est intéressant. Quand on arrête dans ce coin-là, on y apprend aussi que les drôles de sons et les drôles d'affaires qu'on a vus, c'était effectivement des avions de chasse, parce qu'il y a des bandes dans cette région-là, dont dans la vallée de la mort, qui sont un des territoires d'entraînement. Alors, c'est un des Top Gun, le Top Gun, parce que le Top Gun 2 n'est pas sorti encore. Hein? Oui. Oui, il est sorti. On l'a pas vu. J'ai pas vu le deuxième. Mais dans Top Gun, on les voit à un moment donné qui font des manœuvres. Bien, il y en a un bout qui est filmé au-dessus de là. Et c'est une zone qui, depuis très longtemps, regardez les coucous qu'il y a là, est réservée à certains types d'entraînement. Donc, ça se peut que vous ayez entendu. Puis quand on continue un peu plus vers le sud-ouest, on sort de la région de Death Valley et on retombe, où on arrive de nouveau, dans des zones un peu plus, j'allais dire, hippie. L'esprit hippie règne encore. Alors, ça, c'était juste à côté du petit hôtel où j'étais. Hôtel que je ne me recommanderais pas. Je ne vous dirai pas c'était lequel, je ne vous recommanderais pas. Mais l'environnement était intéressant. Par contre, pour aller bouffer, le bar and grill qui était là, c'était stupéfiant. Mais tu es vraiment dans l'esprit hippie. L'esprit hippie est encore là. Il y a des petites fleurs un peu partout. Ça flotte. Donc, c'est une invitation à aller visiter la vallée de la mort ou Death Valley. Choisissez votre moment dans l'année. Si possible, faites-le tôt le matin ou en fin de journée. Parenthèse rapide. Si vous le faites tard en fin de journée, puis que vous partez justement par la route qui remonte vers Vegas après, vous allez rouler comme facilement 2 heures, presque 3, dans une zone totalement désertique. Il n'y a rien, là. Il n'y a rien, pantoute. Assurez-vous d'avoir des bons feux et des bons phares, parce qu'il y a de la petite vie nocturne dans ce coin-là, sur la route. Il n'y a pas des grosses bébites, là. Il y a plein de petites bébites qui peuvent être impressionnantes, mais surtout, ça vous prend de la portée visuelle, parce que rouler dans le plancher du désert, c'est une route qui tout d'un coup devient montagneuse. Partez pas trop tard. Moi, je suis habitué de rouler dans toutes sortes de conditions. Je l'ai fait 2 fois, littéralement de nuit. J'ai traversé Death Valley 2 fois de nuit.
Je suis bien équipé de lumière sur ma machine. Et même moi, à l'occasion, je ralentissais parce que tu n'as plus assez de portée visuelle, tout ça. Mais c'est super le fun. Mais en dehors de ça, c'est un environnement absolument fascinant. Puis ça peut être un bon point de départ pour aller remonter vers Barstow, faire la 66 et découvrir un paquet d'autres affaires là-bas. Donc, la Vallée de la Mort, Death Valley, je vous invite fortement à aller découvrir. Cette saison du podcast magazinemoto.com vous est présentée en collaboration avec nos partenaires, la Fédération motocycliste du Québec et les cours MotoPro, ainsi que extrêmelimite.ca, en magasin comme en ligne, partout, tout le temps. Ben, cela nous amène déjà à la fin de cet épisode-ci. On vous remercie d'avoir fait un bout de chemin avec nous et de prendre part à nos aventures. Dans le prochain épisode, Marc, tu vas nous présenter l'essai de la Yamaha Ténéré 7. Oui. On prononce bien Ténéré? Oui. OK. Je sens ton enthousiasme. Oui. Une petite retenue ou un enthousiasme? Oui, oui. OK. Alors, un peu d'enthousiasme. Oui. Moi, je vais vous parler dans le prochain épisode de l'installation et l'essai du module Can Smart de Denali et les phares D4 de Denali. Je vous disais que je suis bien éclairé, là. C'est encore pire que ce que tu avais vu. Là. Quand tu m'as croisé dans la Gaspésie, il y a deux étés, tu as trouvé que je projetais de la lumière pas mal. Présentement, j'en projette 3 fois plus. Puis j'ai pas fini, il va y en avoir d'autres. Donc, Denali, CanSmart et les projecteurs, littéralement, D4. Et une rencontre passionnée, totalement différente de toutes les autres qu'on a fait. Je vais vous inviter à rencontrer Rosalie Perron. C'est une jeune femme, je dirais aussi jeune motocycliste. Elle a comme pas tout à fait vraiment 2 ans de millage derrière elle. Beaucoup de millage. Ben, elle roule en joie le vert. OK? Fait qu'on va vous inviter à la rencontrer. Merci de nous suivre. Restez là pour la semaine prochaine, parce que c'est vrai qu'on va revenir la semaine prochaine. Le prochain épisode, la semaine prochaine. On est reparti. Au plaisir. Bye. Le podcast magazinemoto.com est disponible sur toutes les plateformes d'écoute et de visionnement.